Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 8 du TD1 qui s'appelle Étude d'un dioptre semi-cylindrique. C'est un exercice intéressant sur les lois de la réfraction et qui va en plus nous permettre de comprendre certaines choses pour le prochain chapitre en vue de l'utilisation des lentilles dites minces. Donc on a un dioptre semi-cylindrique de verre, puisqu'on vous dit que l'indice c'est 1,5, de rayon grand R, et on a un rayon lumineux écarté d'une distance D par rapport à l'axe optique qui arrive sous incidence normale. Alors incidence normale, ça veut dire que le rayon arrive perpendiculairement au premier dioptre, et comme il arrive perpendiculairement au premier dioptre, l'angle d'incidence est nul, puisqu'on le repère par rapport à la normale, et donc le rayon n'est pas dévié, ici, au niveau du premier dioptre. Par contre, au niveau du second dioptre, le point d'incidence, au niveau du point d'incidence I, on n'a plus une incidence normale, donc on a réfraction, et le but, dans un premier temps, est de calculer CA'. Donc pour calculer CA', on va introduire des notations qui vont un petit peu simplifier le calcul. Donc pour ce faire, je vais introduire un point H qui va me permettre de faciliter le calcul. Donc je pose H ici de telle sorte à ce que CA' soit égal à CH plus HA'. Et le but va être de calculer séparément CH et HA' en fonction uniquement de petit i, petit r et grand R. Grand R, c'est le rayon, donc c'est la distance CI. Donc pour calculer CH, c'est pas très compliqué. Je vais me placer dans ce triangle orange là que je suis en train de surligner. Et donc dans ce triangle orange, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez simple. On a un triangle rectangle ici. Donc le cosinus de l'angle I se calcule à l'aide de l'adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est CH tout simplement, sur l'hypoténuse qui est le rayon. Et donc j'en déduis une première relation qui est que CH est égal à R cosinus I. Donc voilà la première contribution, ACA'. Et maintenant, je vais calculer HA'. Alors pour ce faire, on va également faire un petit travail sur les angles. Donc je vais prolonger le rayon incident ici en pointillé. Et ça va me permettre de repérer par propriété des angles l'angle I qui est ici. Donc ça, c'est l'angle I. Et donc cet angle-ci maintenant, eh bien forcément, c'est R moins I. Mais cet angle-là, par propriété des angles, encore une fois, se retrouve ici, si je le code avec deux traits. Et donc dans le triangle maintenant que je suis en train de repasser en vert, qui est le triangle avec lequel je vais travailler pour calculer HA', eh bien je connais maintenant cet angle qui vaut R moins I. Et donc dans ce triangle rectangle, toujours, pardon, ça n'a pas tracé un triangle, voilà, et bien dans ce triangle-là, je veux faire intervenir HA' et une grandeur que je connais. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire intervenir en fait cette distance HI, et je vais dire que la tangente de R moins I dans un triangle rectangle, c'est égal à l'opposé sur l'adjacent. L'opposé, c'est HI sur HA'. J'en déduis que HA' est égal à HI sur la tangente de R moins I. Et là, je n'ai pas terminé mon problème, puisque HI n'est pas soit petit i, soit petit r, soit grand R. Donc je vais exprimer maintenant HI en fonction de R et de I. Et donc dans le même triangle que pour la première partie, dans le triangle orange toujours, cette fois-ci, j'ai toujours l'angle I qui est ici, sauf qu'au lieu d'utiliser le cosinus, je vais utiliser le sinus. On a sin I, qui pour le coup est égal à HI sur le rayon. Et donc HI est égal à R sin I, ce qui me permet d'écrire que HA' est égal à HI, c'est-à-dire R sin I, divisé par tangente R moins I. Et donc CA' est égal à R, que vient multiplier cos I, plus sin I sur tangente de R moins I. Donc voilà ce qu'on a trouvé pour CA' en fonction de R, de I et de petit r.
Alors, dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire la limite CF' de CA' lorsque l'on se trouve dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire que D va être très petit devant R. Donc en fait, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que quand D est très petit devant R, eh bien on a des angles qui vont être tout petits, puisqu'on a tan I, on a sin I, pardon, qui est égal à D sur R. Donc ce qu'on a appelé HI tout à l'heure, en fait, c'était petit d. Donc si D est très petit devant R, ça veut dire que D sur R est très petit devant 1. Et donc le sinus d'un angle très petit devant 1, le sin I, va donc être égal à peu près à I, puisque le résultat du sinus est quelque chose de très petit. Donc on peut écrire que sin I est à peu près égal à I. Et donc de même, dans ces conditions de petits angles, on va avoir cos I. Le cosinus, lui, par contre, si vous prenez des angles tout petits, c'est assez facile de se convaincre. Si on trace un cercle trigonométrique, pour les angles les plus petits, voilà. Donc les angles les plus petits, on n'a qu'à dire que c'est cette plage d'angles ici. Et bien vous voyez bien que le cosinus, lui, il reste très proche de sa valeur maximale, qui est 1. Donc vous montrerez plus tard dans l'année, quand vous ferez les développements limités, que le premier terme du cosinus I, pour les angles petits, c'est 1. Pour le sinus, c'est l'angle lui-même. Et donc pour la tangente c'est sinus sur cosinus. Donc tangente x va être à peu près égale à x, comme le sinus. Donc voilà les 3 approximations qu'on va faire. Et ça, en fait, dans le chapitre suivant, on va appeler ça les conditions dites de Gauss, pour ceux qui en ont déjà entendu parler. Et donc ce sont dans ces conditions de Gauss que l'on va avoir une simplification des tracés optiques. Donc maintenant, je peux reprendre CA'. CA' devient tout simplement CA' égale à R facteur. Donc c'est égal évidemment à, en approximation. Le cosinus I, on a dit que ça devenait 1. Le sinus I, on a dit que ça devenait I. Et enfin, la tangente, on a dit que ça devenait l'angle. Donc ça fait I plus 1 plus I sur R moins I. Et donc ça, on peut essayer encore de le simplifier. Ça fait donc R facteur de R sur R moins I, en mettant le même dénominateur. Et donc pour terminer le problème, on applique Snell-Descartes en I. Snell-Descartes en I s'écrit que N sin I est égal à NR sin R. D'accord ? J'ai appliqué Snell-Descartes au point d'incidence I. Je viens d'un milieu d'indice N vers un milieu d'indice R. Et donc, dans les petits angles de cette question, ça devient N fois I à peu près égal à NR fois R. Et donc, je peux simplifier évidemment R comme étant N sur NR fois I, ou I, de manière équivalente. I est égal à NR sur N fois R. Et je vais remplacer I ici pour obtenir un CA' beaucoup plus simple, qui va s'écrire R facteur de R sur R moins I devient NR sur N petit r. Et donc tous les petits r se simplifient, ce qui simplifie énormément le travail. Et donc je trouve CF', puisqu'on me dit que maintenant ça tend vers F', est égal à, si je mets le N au numérateur, N divisé par N moins NR fois le rayon. Et le résultat absolument remarquable qu'on obtient ici, c'est que CF' ne dépend plus de petit i. Donc c'est-à-dire que peu importe l'angle d'incidence avec lequel j'arrive ici, l'angle I, je converge en un même point. Donc quel que soit I, le rayon incident converge en un unique F'. Et ça,
c'est ce qu'on va appeler dans le chapitre prochain le stigmatisme approché. C'est-à-dire que si je reprends ma figure ici, et que je prends un rayon avec un angle I différent, par exemple celui-ci, eh bien je sais qu'il va converger au même point si je respecte les conditions de Gauss, qui va maintenant s'appeler F'. Et donc si je prends un rayon en bas, ça va être la même chose, il va converger en un même point, F'. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le foyer principal image de la lentille. C'est ce que vous avez appris à dessiner au lycée, quand vous avez modélisé la lentille par une lentille mince, de symbole la double flèche convergente, eh bien vous avez appris que tous les rayons incidents et parallèles à l'axe optique convergeaient vers un unique point appelé plan foyer principal image, Et donc ces rayons convergent en un même point F'. Donc c'est ce qu'on vient de retrouver par le calcul. On a montré que cette distance ici était tout simplement la même, quel que soit l'angle d'incidence, si je respecte les conditions de Gauss. Attention, évidemment, il faut qu'on soit dans les conditions de Gauss qu'on exposera proprement en cours. Dernière petite question, on nous demande à partir de quand on a une réflexion totale, à partir de quel D0 on a une réflexion totale en I. Donc on sait qu'on a réflexion totale en I si le signe I devient plus grand que N2 sur N1. Donc on a réflexion totale en I si le sinus de l'angle I devient plus grand que N2, mais nous, le milieu 2, c'est de l'air, sur le milieu duquel on provient, qui est du vert, N. Donc soit sin I, on l'a exprimé tout à l'heure. Le sinus de l'angle I, eh bien on l'a exprimé, c'est D sur R. Donc on a réflexion totale. Si D sur R devient plus grand que NR sur N, et donc de manière équivalente, si D devient plus grand que NR sur N fois R, et donc c'est ce NR sur N fois R que l'énoncé a posé comme étant D0. Donc ça c'est D0, qui vaut donc NR sur N fois grand R, tout simplement. Et donc si on fait le calcul, on a grand R qui valait 5 cm divisé par 1,5, ce qui nous fait 3,3, avec deux chiffres significatifs, cm. Donc ça nous laisse une distance de 3,3 cm par rapport au centre de la lentille pour éviter les rayons qui partent en réflexion totale, ce qui nous fait une lentille de 6 cm de hauteur, ce qui pour des lentilles de TP par exemple est cohérent. Donc voilà pour cet exercice, j'espère que la correction vous a plu et qu'elle va vous aider. Encore une fois, l'exercice est propre aux relations de Snell-Descartes, mais il explique quand même pas mal de choses pour le chapitre suivant. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire comme d'habitude.